Bienvenue à tous dans le 7ème épisode de Radio Thermopyle. Moi c'est Dagon et avec moi aujourd'hui on a Derrick. Salut. Anya. Salut. Et Haddock. Salut. Et comme promis, on avait décidé de vous faire un épisode sur où on va parler des 4 partis politiques qui nous semblent les plus importants en France aujourd'hui, qui sont les 4 partis politiques qui sont arrivés en tête du classement aux dernières présidentielles. Donc nommément En Marche, La République En Marche, le Rassemblement National, les Républicains et la France Insoumise. Le but étant de faire un épisode assez synthétique et assez dense où on va vous expliquer où en sont ces partis, quels sont les enjeux actuels et ce qu'il faut en penser quand on est un Français, un Européen enraciné. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces différents partis politiques ? Sachant que une critique ou un éloge d'un parti politique ne veut pas dire qu'on soit partisan en tant que tel, c'est simplement des opinions qui sont les nôtres. De ce point de vue-là, on est autonome et on est indépendant. Voilà. Comme le Pays de Galles. Exactement, voilà, Pays de Galles indépendant toujours. Alors, pour commencer, donc on a choisi de vous présenter ces partis dans leur ordre d'arrivée à la présidentielle, dans leur ordre décroissant, en allant du plus important au moins important, même si tous ces 4 partis sont importants, étant donné que quand on arrive les 4 premiers dans un pays comme la France où il y a beaucoup de partis, ça veut dire quelque chose. Alors peut-être qu'avant de commencer, je fais les choses dans le désordre, mais voilà. On vous rappelle qu'on a un Tipeee. On a ouvert une page Tipeee, le but étant de vous demander une certaine participation, une contribution financière afin de faire tourner l'émission et de lui permettre de grandir, puisque pour l'instant on a notre premier objectif qui est d'atteindre les 11 € de dons par mois, ce qui nous permettrait de couvrir l'abonnement SoundCloud, qui nous permet d'upload, et à terme plus de cotisations nous permettrait notamment de renouveler et d'acquérir de l'équipement, etc. Donc si ça vous plaît, vous pouvez lâcher quelques euros au Tipeee de Radio Thermopyle. On vous filera le lien en description. Voilà. Donc pour commencer, c'est sur La République En Marche. C'est Derrick qui a préparé le dossier. Donc est-ce que tu pourrais brièvement nous rappeler d'où vient La République En Marche et de quoi il s'agit ? Bien sûr. J'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique nouveau. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, pas à gauche. Le nom de ce mouvement, c'est En Marche. Et je ne sais pas si ça va réussir. Ça, c'est les mots d'Emmanuel Macron le 6 avril 2016, donc il y a déjà 3 ans. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, oui. Le temps passe super vite. Ça fait 3 ans que Emmanuel Macron a prononcé ces mots le 6 avril donc 2016, où il a créé, en tout cas où il a annoncé, plutôt médiatiquement, la création de ce qui n'était alors qu'un mouvement présenté un peu comme un espèce de think tank qui voulait faire de la politique autrement. Et qui est aujourd'hui le parti de la majorité présidentielle, majoritaire au Sénat, en tête des sondages pour les européennes, alors qu'à la base donc c'était avant tout en fait un outil pour Emmanuel Macron pour atteindre son objectif ultime qui était l'Élysée. Du coup, est-ce que tu pourrais un peu revenir sur le côté très personnalisé de En Marche, puisqu'on dirait bien que contrairement à d'autres partis politiques qui annoncent au moins se former pour défendre une cause ou une idée, on dirait ici quand même que très clairement c'est le parti du candidat Macron et qui est devenu le parti du président Macron. Ouais, totalement. Donc en fait, la genèse de En Marche, c'est une base arrière de Bercy au moment où Emmanuel Macron était encore ministre de l'économie. Il a fait appel à Ismaël Emelien, qui est donc un conseiller politique français très très écouté, une espèce de tête pensante, quoi, un peu un cerveau de la politique. Et en fait, Ismaël Emelien, il a rassemblé autour de lui une bande de potes qu'on a appelé le groupe de la Planche, parce qu'ils avaient leur QG en fait rue de la Planche à Paris, et qui se connaissent tous de la campagne des primaires socialistes pour Dominique Strauss-Kahn. Donc ça prête à sourire, hein, mais c'est ça, l'équipe d'Emmanuel Macron, l'équipe qui a créé En Marche, c'était les partisans de Strauss-Kahn. Dans cette équipe, donc, on a Benjamin Griveaux qui avait l'habitude de créer en fait des collectifs, de les animer, etc. Donc on sait, hein, les collectifs, hein, souvent c'est un moyen de faire passer des idées sans dire réellement qui on est. Hein. C'est un moyen de récupérer une cause, une idée, de fédérer des gens en fait pas politisés.
en y mettant sa touche derrière et en avançant un visage découvert. Hein. On a aussi, donc c'est Benjamin Griveaux, pour ceux qui n'auraient pas fait le lien, c'était l'ancien porte-parole du gouvernement, celui qui s'est fait emboutir avec un porte-palette. Voilà. On a aussi Cédric O, qui était un peu le geek de la bande, il était surnommé Samsung, et aujourd'hui c'est le secrétaire d'État au numérique. On avait Stanislas Guérini, qui était spécialiste de l'organisation de meetings, et qui est actuellement le président de la République En Marche. Et comme je vous disais, donc Ismaël Emelien, qui était le cerveau de la bande, qui a été pendant un certain temps conseiller de Macron à l'Élysée, et qui a démissionné pendant l'affaire Benalla. Donc tout ce beau monde effectivement se rassemble en se disant voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener Macron à l'Élysée. Et la création en fait d'En Marche, à la base, elle s'est faite uniquement sur le financement du projet. Ils se sont dit, il faut qu'on ait une association pour pouvoir lever des fonds. Et donc ils ont commencé à chercher un nom d'association, et pour ça ils ont fait appel à Adrien Taquet, qui est un publicitaire et créateur de slogans, et c'est lui qui a trouvé donc le nom En Marche. Il le définit lui-même en fait comme le mix entre l'incarnation du mouvement, la nécessité d'un nom différent de ce qui existait déjà, et les initiales d'Emmanuel Macron. Ah donc, oui d'accord, c'est vraiment... donc voilà, c'est une introduction un peu lente à la question la réponse à la question que tu m'as posée sur voilà, le rôle central d'Emmanuel Macron là-dedans, même si Macron en fait n'a pas participé directement à la création de ce mouvement, effectivement il était au centre de tous les esprits et même au centre du nom En Marche. Oui, en fait c'est vraiment... Emmanuel Macron incarne son parti et une sorte de culte du dirigeant. Je sais pas si ça pourrait vraiment être repris après par d'autres chefs de parti. Même le nom du parti est très ambigu. En Marche, c'est quand même très particulier. Ça évoque pas forcément des images très démocrates, etc. C'est un peu le bruit des bottes, n'est-ce pas? Oui, ça fait assez robotique. C'est vrai, on avance, on sait pas trop vers où. Mais voilà. En fait, c'est le camp du progrès. Hein. Il dit lui-même vouloir incarner le progressisme, le camp du progrès, etc. Et ça, le progrès, c'est une espèce de fuite en avant, de se dire allez, il faut avancer. Voilà, c'est un peu flou quand même. Rester en avant, peu importe vers quoi on marche. Voilà, c'est ça. Il faut y aller. Mais ce qui est intéressant dans les informations que tu as ressorties, c'est qu'il y a un côté très calculé, très marketing politique, qui va à l'encontre absolument de toute la communication de Macron sur son propre mouvement, qui serait l'espèce d'apparition spontanée d'une volonté populaire de changement, etc. C'est ça, effectivement. On a vu au moment où Macron a déclaré sa candidature officiellement, il y a eu pas mal de ralliements en fait, de vieux loups de la politique, hein, et qui ont été hyper mal reçus en fait à En Marche. Alors il y avait un COPOL, un comité politique qui était censé donc rassembler tous les grands acteurs, toutes les grandes personnalités du mouvement pour prendre des décisions, etc. Et en fait ces transfuges en fait venant des Verts, du Parti Socialiste ou autres, ont tous dit qu'effectivement ils ont été hyper mal reçus, que ce COPOL en fait ne servait à rien parce que les décisions étaient prises à 4 ou 5, et ces 4 ou 5 en fait c'est le groupe de la planche dont je vous parlais. Donc ça, voilà, en interne en fait il y a une organisation totalement verticale, hein. Toutes les décisions sont prises par un petit groupe, etc. Alors que dans la communication on nous dit on nous disait en tout cas au moment de la présidentielle que voilà, il y avait les marcheurs, on les appelait les marcheurs, ceux qui allaient faire du porte-à-porte pour rencontrer les gens, pour entendre leurs propositions, entendre leur quotidien, leurs revendications. C'est ça. Alors bon, après c'est Haddock qui nous en parlera, mais c'est un petit peu le modèle, en tout cas dans la communication, c'est un peu le modèle qui a été repris aussi par la France Insoumise. Voilà, ce côté, c'est la base qui s'exprime, on écoute les revendications, etc. Sachant que le fonctionnement de la République En Marche est très antidémocratique en son sein, puisque c'est une gestion qui est extrêmement verticale, qui est très personnalisée, qui va toujours du haut vers le bas, et ce qui est typiquement l'approche qui est utilisée par les grands partis de droite traditionnellement, même si d'ailleurs les partis de droite sont en train de devenir plus démocrates finalement que leurs confrères de gauche. Mais voilà, et encore une fois, ça tranche complètement avec la vision qui en est donnée. Il y a une coupure complète entre le discours et les actions dans le cas de ce parti-là, quoi. Oui, totalement. Et il y a un autre court-circuit en fait dans leur communication, c'est le côté un peu anti-système, renouveau de la classe politique, etc. Effectivement, les noms de ce comité secret en fait étaient inconnus du grand public, mais quand on sait qu'ils étaient tous dans l'entourage de Dominique Strauss-Kahn, il y a un moment où ça bug.
On peut pas faire du renouvellement politique avec des gens qui étaient dans le cabinet de DSK. Oui, DSK, c'est l'incarnation platonicienne du vieil éléphant socialiste. Alors aujourd'hui, il a été masqué par ses histoires au Sofitel, mais c'était quelqu'un il faisait partie des meubles, quoi. C'était quelqu'un qui avait toujours été là. Voilà, c'est ça. Et quand Loiseau, là, pendant le premier débat télévisé pour les européennes, commençait à cracher sur les Républicains et le PS en leur disant vous êtes les candidats du système, nous voilà on n'a jamais été au pouvoir, alors en gros elle joue un peu la carte que joue Marine Le Pen en disant l'UMPS a fait son temps, laissez-nous notre place, etc. Enfin, mais quand Loiseau, la candidate du parti du système par excellence, sort ça, mais qui peut encore y croire en fait? Il y a des moyens très, très faciles de se convaincre que l'AREM, enfin maintenant c'est l'AREM, mais En Marche incarnait vraiment le système, c'était de voir les ralliements et d'en voir ses membres, parce que aujourd'hui Alain Juppé a pris sa carte à En Marche. Tous les ralliements qu'il y a eu, c'était des gens qu'on voyait depuis des décennies, c'était pas du tout un renouvellement, c'est-à-dire que c'est du rebranding, on a changé l'étiquette pour synthétiser cette nouvelle offre politique qui était nouvelle par la forme et par sa structure et pas du tout par le fond, qui était en gros l'union du centre-gauche et du centre-droit dans un grand parti technocentriste. En fait, pour moi vraiment la création d'En Marche, en fait, c'est des sociodémocrates, parce qu'en fait c'est ça la ligne DSK, Macron, tout ça, c'est un peu voilà. En tout cas, même si maintenant ils ont essayé de justement, je vais venir, ils ont essayé de casser cette image, c'est des sociodémocrates, membres du PS, etc., qui ont coupé l'herbe sous le pied du PS, qui aurait dû, c'était dans les cartons depuis un moment, se renouveler au niveau de la forme pour en fait effacer cette communication, cette forme marxiste qui n'avait plus rien à voir avec le fond néolibéral en fait du PS. Et ils ont coupé donc l'herbe sous le pied au lieu d'attendre que le PS fasse cette mue, eux ont lancé leur mouvement de leur côté et ont pris la place en fait naturellement. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement parce que il y avait un décalage entre le fond et la forme au PS. On les ont doublés en mettant un peu de cohérence là-dedans, quoi. Du coup, c'est un peu la nouvelle gauche et ça explique aussi pourquoi le PS est aussi mort aujourd'hui. Peut-être que ça a complètement supplanté. C'est-à-dire que le PS avait toujours eu un problème qui était que dès sa fondation, il y avait une ambiguïté sur l'orientation au fond. Est-ce que c'était un parti anticapitaliste ou en tout cas très grand réformateur ou un parti social-libéral? Ambiguïté qui s'est faite pour le coup au profit de ceux qui voulaient en sortir. C'est-à-dire que l'aile droite du PS a rejoint En Marche et son aile gauche qui est incarnée par Hamon, a rejoint la France Insoumise en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace, il n'y a plus assez d'oxygène dans cette espèce de gauche mi-radicale, mi-modérée pour exister. Donc c'est logique que le PS crève, en fait, il a plus de raison d'être au sens premier du terme, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Du coup, pour gagner un peu de temps, la transformation assez nette de En Marche en parti, c'est aussi un phénomène qui s'observe, parce qu'au début, il était sur une image très spontanéiste, nébuleuse. Aujourd'hui, c'est quand même, à quelques exceptions près, dans son fonctionnement, c'est un parti politique assez classique. Pour moi, la rupture de ce côté-là, c'est vraiment l'entre-élection entre l'élection présidentielle et les élections législatives. Pour moi, à partir des élections législatives, c'était évident que La République En Marche, qui justement est passé de En Marche à La République En Marche, c'est devenu vraiment un parti, même dans sa communication en fait là, parce que dès la base au final c'était un parti, c'était le parti d'Emmanuel Macron, mais dans la communication ils essayaient de jouer le renouveau, le mouvement, etc. Même pour moi pendant les présidentielles, je trouvais que ce parti, au-delà même d'être classique, c'était le parti cliché. C'est le parti du mec qui a fait l'ENA et qui se dit différent alors que dans le fond ne l'est pas du tout. Il est très classique. Il est tellement... disons qu'il est à la fois original parce que c'est quelqu'un qui a quand même bossé dans le privé, etc. Donc il est plus tout à fait dans la trajectoire des vieux briscards de la politique française qui n'avaient fait que du public, mais il est désespérément classique dans toutes ses orientations. C'est-à-dire que Macron, c'est juste Giscard, c'est Juppé, c'est une rémanence de ces générations-là, de gens qui ont voulu être les grands réformateurs, et qui n'y sont pas arrivés d'ailleurs. Enfin, encore que... Mais c'est toute cette mythologie-là, mais il n'y a rien de fondamentalement nouveau à propos de l'offre politique. Avec peut-être une différence, mais qui est j'ai toujours eu l'impression qu'en fait, En Marche avait un positionnement de populiste
populiste pour les bourgeois. Oui. C'est-à-dire que le côté on va dégager la vieille classe en faisant un peu, enfin ce dégagisme générationnel qui était en fait déjà très surfait, ça émulait de façon superficielle le ras-le-bol des partis populistes sur l'économie ou l'identité, mais en canalisant cette opinion, cette psychologie sur un truc qui n'évoque une importance, dégager les vieux pour y mettre des jeunes, sachant que les jeunes sont plus tout à fait jeunes quand même. C'est en clair, c'est le parti des startups en fait. C'est vraiment la startup nation, tout ça. Enfin, la levée de fonds, du groupe de la planche pour justement créer En Marche, elle s'est faite en se basant justement sur les bourgeois, comme tu dis, les grandes fortunes, les propriétaires immobiliers, etc. Et c'est le PDG de Voyageurs du Monde, l'agence de tourisme, qui disait dans une interview à BFM TV qu'il y avait que Emmanuel Macron, c'était la rencontre entre l'offre et la demande, en fait, entre le milieu économique et le monde politique. C'est vraiment ça, En Marche. Oui. Et après, pour moi, l'erreur, en fait, en termes de... l'erreur de com', même si au final, ça a payé, parce que dans les urnes, ça s'est pas ressenti, mais pour passer du mouvement au parti, c'est quand ils ont changé de nom, justement. Parce que dans En Marche, effectivement, En Marche, c'est un slogan. La République En Marche, vous arrêtez le mouvement. Il n'y a plus de mouvement quand vous commencez... La République, déjà, vous clivez totalement, vous mettez un cadre, des barrières, des trucs... Pour moi, c'était vraiment une grosse erreur de com', parce que on casse le mouvement. La République En Marche, ça évoque pas du tout un élan. Je pense que justement, mais on peut le voir comme ça, c'était justement une volonté de s'affermir, de se rendre plus sérieux. C'est de La République En Marche, c'est-à-dire qu'on change les choses, mais on garde toute la mythologie républicaine, le cadre républicain, on reste en marche, mais limite c'est en marche, ça marche, quoi, ça fonctionne. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu acquis, ça y est, on est au pouvoir, donc maintenant on incarne la République, donc la République En Marche. Oui. Pourtant c'est Mélenchon qui a dit la République c'est moi, alors, laissez-moi ma partie. Voilà. Alors du coup, pour avancer sur l'AREM, c'est quoi la situation actuelle du parti, les obstacles, ils sont dans quelle dynamique actuellement ? Ça aurait échappé à personne, la dynamique c'est qu'ils sont en tête des sondages, et de loin, même si effectivement ils sont talonnés par le Rassemblement National. Eux, leur dynamique interne, on va dire, leur fonds de commerce, c'est le seul rempart face au chaos, le chaos étant les nationalistes, les conservateurs, les populistes. Le problème qu'ils ont, t'évoquais le problème, Anya, c'est qu'ils peinent vraiment à être incarnés par quelqu'un d'autre qu'Emmanuel Macron. Oui. Aux yeux de tout le monde, le macronisme. La République En Marche, c'est Emmanuel Macron. Et on voit bien, Nathalie Loiseau est juste pas du tout au niveau pour représenter le parti pendant les élections. Clairement, elle a le charisme d'un galinacé, quoi. C'est quand même effrayant. Mais c'est un projet ambitieux d'allier le GUD et la République En Marche. Je trouve ça intéressant. En marche, avec des barres de fer et des casques de moto. À Paris, comme à Gaza, Intifada, il y a des proximités qui se jouent. C'est un projet qui n'est pas intéressant. Qui n'est pas inintéressant, pardon. Oui. Et la ferveur populaire contre l'impérialisme américain. Non, mais il y a de l'idée, je suis d'accord. D'ailleurs, ça justifie totalement ta comparaison de populisme pour la République En Marche, c'est ça. Très sérieusement, cette histoire a été, c'est croquignolesque, nous dirait notre président. C'est abracadabrantesque, je l'aurais dit à un autre président. Mais... je sais pas si tu veux revenir sur cet épisode. Est-ce que ça a beaucoup d'intérêt ? Je suis pas sûr, mais très rapidement, Nathalie Loiseau, qui est tête de liste aux européennes pour l'AREM. On a découvert, c'était révélé je crois par Mediapart, que dans sa jeunesse, elle avait été figurée sur une liste d'un syndicat étudiant qui était l'UED, qui était donc un syndicat de droite radicale, qui était en gros le syndicat du GUD, quoi. C'était issu du GUD. Voilà, c'était issu le du GUD était déjà interdit à l'époque, je crois. Mais il me semble que c'est Mediapart qui en a reparlé récemment et qui a fait le buzz dessus, mais qu'il y avait un autre journal qui en avait parlé avant. Ah oui. Et personne n'avait rien dit. Ça devait être le Canard, alors je sais pas. Un truc peut-être Minute ou quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Minute a une longue histoire de parler des sujets en premier, mais d'être pillé après. Mais bref.
Et voilà, et donc Nathalie Loiseau, qui est quand même à l'AREM, qui est le parti centriste mou par excellence, qui aurait été au GUD, alors c'est quand même très drôle. Ça a donné lieu à des détournements visuels très drôles sur Twitter, donc pour la renaissance européenne, de Brest à Vladivostok, de l'Europe boréale, voter Nathalie Loiseau, des trucs très marrants. Mais maintenant, bon, alors la question qui se pose, est-ce que c'est quelqu'un qui a toujours été opportuniste, que ce soit à l'extrême droite ou au centre, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a eu des convictions dans sa jeunesse et qui les a vendues? Moi c'est ce que je pense. Et moi je suis plutôt de la première opinion, mais on a discuté avec Derrick. On a discuté, parce que bon, est-ce que c'est possible de se vendre autant, quoi? Parce qu'on sait qu'une partie de la droite molle venait d'Occident, mais il y avait moins de chemin à parcourir, parce qu'on conservait peut-être un certain anticommunisme, des choses comme ça. Mais passer du GUD à la République En Marche, c'est quand même le grand écart intégral. Donc est-ce que c'est possible de se vendre autant? Il y a quand même 25 ans d'écart entre les deux. Et voilà, elle dans sa défense, elle parle de gaullisme, elle dit voilà, j'étais gaulliste, etc. Mais donc, ouais. Le gaullisme du GUD. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, tu peux passer d'une droite patriote et radicale, peut-être tu peux passer de là à la droite molle et donc au gaullisme, et ensuite le gaullisme peut être. Un gaullisme mou peut être aussi une porte ouverte vers la République En Marche, ou alors tout simplement, même au-delà d'un glissement idéologique, hein, c'est de l'opportunisme, c'est le fait de se dire ben voilà, où est-ce que je vais avoir la meilleure place, parce qu'il y a un moment, il y a certaines personnes qui abandonnent totalement toute pensée, tout idéalisme en fait en politique. En soi c'est vrai que c'est possible, mais c'est vrai que donc, je dois avouer que bon, j'ai quand même un peu du mal à me le représenter. Enfin, en tout cas, c'est une énigme, quoi, parce que ça pourrait être aussi bien l'un que l'autre. Après, il y a aussi une autre hypothèse, mais qui est beaucoup moins réjouissante. Ce serait que, en fait, dans sa défense, elle dise la vérité et qu'elle se soit présentée sans même savoir qui était sur cette liste et quelles étaient les idées de cette liste. Parce que c'est ça sa défense là. C'est dire oui, on m'a proposé, du coup j'ai accepté par amitié. C'est le Jawad de la politique. Mais c'est ça. On m'a proposé, j'ai rendu service, monsieur. Mais du coup là, il faut quand même s'interroger si c'est vrai, dans l'hypothèse où c'est vrai, c'est quel est le programme défendu par la liste de la République En Marche pour les européennes. Parce que c'est quand même un niveau là, s'il faut, à la fin de son mandat, elle va nous dire ah bon, j'ai pas rempli les objectifs, désolé, j'ai accepté par amitié parce que Macron m'a demandé. J'ai rendu service. J'ai rendu service. Du coup, il semblerait donc que dans la situation actuelle, la République En Marche, ça marche, hein, voilà. De fait, oui. De fait, voilà. Du coup, ce parti présidentiel un peu fourre-tout, assez vague, très personnalisé, à l'organisation qui se présente comme très spontanée, mais qui est en fait vraiment basée sur des vieux loups de mer. Qu'est-ce qu'on en pense quand on a les idées qui sont les nôtres, c'est-à-dire patriotes français, européens et enracinés? Écoutez, moi j'ai voté Macron pour faire barrage à Marine, hein. Je pense que c'est évident pour tout le monde, voilà. Comme nous tous. Non, évidemment, au tout départ, en fait, moi j'y voyais vraiment l'incarnation de tout ce qu'on pouvait combattre, en fait. C'est-à-dire le libéralisme, tant économique que philosophique. Oui. Voilà, pour moi c'était vraiment ça. Après, aujourd'hui, en fait, j'avoue que je sais même plus quoi en penser, parce qu'en fait, c'est tellement rien. En fait, à la base, effectivement, Emmanuel Macron, dans sa campagne de président, c'était voilà, ce libéralisme absolu et tout. Aujourd'hui... C'est un fourre-tout un peu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui en sort de ça? Parce que le libéralisme, effectivement, qui était attendu, les lois sociétales, il n'ose pas les faire parce que il sait très bien qu'il va se prendre une manif pour tous puissance 1000 dans la tête. Le libéralisme économique, au final, dans les bons aspects que pourrait avoir le libéralisme économique, on l'attend toujours. C'est-à-dire qu'il a beau nous parler de réforme, de libéralisme économique et tout ça, le fait est que le déficit de la dépense publique continue, la dette ça continue, il n'y a pas de relance de la croissance, ils ont inventé de nouveaux impôts sans supprimer les précédents, les gilets jaunes, ça part quand même d'une autre taxe, d'un autre impôt. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que même ça, c'est pas venu. Donc la question se pose, la République En Marche c'est quoi? Et moi, l'exemple qui me semble approprié, ça fait beaucoup penser aux partis fourre-tout qu'on trouve dans les républiques bananières d'Amérique centrale et du Sud. C'est-à-dire que c'est des partis qui sont des coalitions d'intérêts, qui essayent de vendre à un moment donné une certaine offre au public, et qui changent vraiment au gré des volontés perçues et des nécessités du moment, et qui existent tant que le leader est là, et après tout c'est bien comme ça. Ça fait croquer les membres, et puis c'est bien comme ça. C'était un petit peu aussi ce que je disais par rapport au FLN en Algérie, par rapport à Bouteflika, etc.
c'est des partis qui sont là effectivement uniquement, leur unique but en fait, c'est d'avoir le pouvoir et pas seulement les idées qu'ils peuvent diffuser, quoi. C'est ça, voilà. De toute façon, ils n'ont pas d'idée, c'était quand même assez flou, même dans les présidentielles. Je veux dire. On a attendu le programme très longtemps, mais après, c'est vrai que on pouvait anticiper ce que ça allait être, même sans le programme de fait. Oui, en soi, c'est vrai que. C'est un parti qui, comme on l'a dit, est très représenté par Emmanuel Macron. Du coup, même pas forcément par le programme. Il y avait déjà des gens qui voulaient voter Macron sans avoir vu le programme. Oui. Après, quelque chose de bien qui ressort un petit peu de leur dialectique, c'est nous ou le nationalisme, c'est nous ou le populisme, c'est que du coup, il a fait du patriotisme son principal opposant. Et donc, ça a effectivement propulsé. Bon, là, actuellement, le patriotisme est, heureusement ou malheureusement, incarné par le Rassemblement National et Marine Le Pen. Mais du coup, aujourd'hui, effectivement, on a un parti patriote et des candidats patriotes qui sont la première force d'opposition dans le pays. Et ça, dans le fond, on le doit aussi un petit peu à Macron. C'est vrai que en fait, voilà, c'est ça, la construction de l'item patriotique en France dans la période actuelle, on la doit aux antipatriotes qui ont admis que c'était là que se jouait le débat. Un clivage. C'est ça. Mais qui en fait qui existait déjà, ils l'ont révélé. C'est-à-dire que la droite molle et la gauche molle d'avant se refusaient à aller sur ce terrain-là, et la génération Macron dit bah non, après tout oui, c'est ça, hein, assumons. C'est son truc débile, le patriote contre le nationalisme. En fait, on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire les déracinés contre les enracinés, populistes contre eux, etc., etc., etc. Et donc en fait, il a créé le clivage d'opposition qui est celui qu'on a aujourd'hui, et qui fait que le RN est la première force d'opposition. Ouais, mais du coup, moi, une question aussi qui me vient là, c'est que si, effectivement, le principal argument de vente de La République En Marche, c'est voter pour nous, pour faire barrage justement au chaos, au nationalisme et au Rassemblement National en l'occurrence. Et du coup, si on disait, voilà, tout à l'heure, si il n'y a plus Macron, est-ce qu'il y a encore La République En Marche ? Bah non. Je pense pas. Et si demain le patriotisme est incarné par autre chose que le Rassemblement National avec tout ce qu'il y a derrière, est-ce que La République En Marche pourra encore jouer sur ce fonds de commerce-là ? Non. Et à mon avis, non. Et c'est pour ça que c'est un parti qui a obsolescence programmée, quoi. C'est dangereux pour eux. Mais du coup, c'est un parti qui a obsolescence programmée. Mais pour moi, ça soulève surtout la question de la stratégie de la droite, en tout cas de la stratégie des patriotes. C'est est-ce que le Front National ou le Rassemblement National est vraiment la bonne option pour nous, quoi. Et voilà, pour tenter d'y répondre avec cette transition absolument magnifique. Donc c'est moi qui me suis occupé de la partie sur le Rassemblement National, donc qui est arrivé deuxième aux élections précédentes, ce qui avait fait beaucoup de bruit évidemment. Donc pour aller vite, je vais pas refaire tout l'historique du parti, ça n'a aucun intérêt, mais globalement dire que ce parti qui a été fondé en 73, comme à la base c'était pas un parti, d'ailleurs c'est une liste commune de toutes les forces de la droite nationaliste qui voulaient, qui en avaient marre un peu du côté groupusculaire, chacun fait sa petite chapelle après l'échec des campagnes Tixier-Vignancourt, qui se rassemblent et qui tentent de faire un truc. Au début, je rappelle que c'est pas Jean-Marie Le Pen qui a fondé le FN, c'est une erreur qu'on fait très souvent. Lui est arrivé après la création. À la base, c'était une personne qui était marginalisée et considérée comme un ringard, et à cause en fait d'un retournement peu connu qui était le fait que, si vous vous en souvenez, c'est en 73, Ordre Nouveau qui participe qui est l'épine dorsale du FN se fait dissoudre. Les mecs d'Ordre Nouveau partent du FN en considérant que c'est trop modéré. Ils vont former le PFN, le Parti des Forces Nouvelles, qui au début marche très bien, mais qui périclite très rapidement. Et en fait, pendant ce temps, Jean-Marie Le Pen récupère le nom Front National légalement, et en fait, construit sa petite chapelle avec un mélange de populiste un peu vieux jeu, et une sorte et le charisme qui est le sien, et une offre un peu hétéroclite. Et en fait, il va faire prendre la sauce progressivement, avec les succès qu'on connaît aujourd'hui. Bon, ça c'est la version accélérée. La situation du FN, telle qu'on peut la comprendre aujourd'hui, c'est un parti qui tente d'être la force d'opposition populiste et patriote en France, qui tente de l'être en tout cas, mais qui en fait est passé par plusieurs versions de cette opposition. C'est-à-dire, on se souvient que il y a eu le chapitre Florian Philippot, en gros, où le parti a tenté d'être sous la direction de Marine Le Pen et donc de la clique à Philippot et tout ça, une sorte de parti chevènementiste de masse, c'est-à-dire en gros républicanisme, radical socialiste en économie, voire franchement à gauche, laïcard assez étonnamment, et finalement pas vraiment très conservateur sur les mœurs, mais attaché au côté un peu bleu-blanc-rouge, assez cocardier finalement, et très anti-européen et souverainiste. C'est là, sous cette période-là, que le parti a eu certains succès
mais on peut se demander si c'est à cause ou malgré la ligne philippotiste. Moi je pense que c'est plutôt malgré, mais c'est une opinion personnelle, on pourra en discuter. Moi je pense que c'est aussi un peu grâce à cette ligne qu'ils ont réussi à conquérir de nouveaux électeurs, mais qui conservent maintenant aujourd'hui, même si la ligne a changé. C'est tout à fait possible. Après je suis pas un spécialiste. Mais je pense qu'ils ont aussi perdu des électeurs à cause de cette ligne. Hein. J'idéalise pas du tout la période de Philippot. Hein. Et voilà, donc cette période aujourd'hui, bon, elle est terminée. Philippot a quitté le parti, les gens comme Sophie Montel aussi. On voit qu'il y a eu un renouvellement. Mais globalement, la manière dont je définirais le FN dans sa période actuelle, c'est un parti dont le destin politique est de devenir ce parti du redressement national, mais qui n'y arrive pas pour une série de raisons, qui ne sont pas, c'est pas du fatalisme, hein, il pourra s'en départir, sans dépatouiller. Oui, bref, il pourra sortir de la mouise, bref. Mais alors les problèmes sont, à mon avis, que le parti n'a toujours pas réglé toutes les pertes en termes de capital humain qui ont été le résultat de la scission maigretiste en 98. C'est-à-dire que pour les gens qui connaissent pas très bien le FN, pour aller très vite, Bruno Maigret c'était un énarque de droite qui était le premier homme politique d'envergure à droite à rejoindre le Front National à l'époque, dans les années 80, et qui en fait a organisé le parti et qui a fait un travail titanesque pour en fait faire que ce parti un peu obscur avec ses dérapages devienne un parti honnêtement, franchement radical quand même, mais sérieux et intégré au jeu républicain et qui pouvait gagner des élections. Problème, Maigret, qui était le numéro 2, a subi la malédiction des numéros 2 du FN depuis sa création. C'est qu'en fait, pour une histoire de circonscription qui était censée lui revenir et que Jean-Marie a donné à sa femme à la place, bon, c'est là qu'on admirera un peu le côté épicier de Jean-Marie, c'est que Maigret le prend très mal, considère que le parti ne s'est pas défait de son côté un peu justement épicerie ou secte et n'a pas vraiment d'ambition au pouvoir, ce qui cause la scission où Maigret est exclu, sauf que, pas de bol, quand il part, Maigret prend 160 ou 140 cadres avec lui. Et en fait, ça fait une saignée à blanc intégrale du parti, qui ne s'en est jamais relevé jusqu'à présent, et qui n'est plus capable, avec des cadres, de produire non seulement une infrastructure militante sérieuse, mais de construire aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire, une doctrine, quoi, une approche politique des questions, qui fait qu'aujourd'hui, on se dit, bah tiens, au Rassemblement National, on pense ça. Parce que il n'y a plus de comité scientifique aujourd'hui, parce qu'il faut se souvenir qu'à une certaine époque, à l'âge d'or du FN, il y avait un comité scientifique avec des universitaires, des gens qui comptaient, des gens qui écrivaient, qui pensaient, et qui étaient capables de produire quelque chose. Hein. Il y a des brochures, à l'époque où le FN en appelait à l'abolition de l'impôt sur le revenu, ce qui fait faire sourire maintenant, mais c'est une vraie proposition qui était défendue, il y avait une logique derrière, quoi qu'on en pense. Aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire que on ne sait plus trop, c'est un parti, c'est un véhicule, une coquille, qui survit un peu grâce à la personnalité de Marine Le Pen et des espoirs placés dans Marion Maréchal Le Pen, parce que concrètement c'est ça quand même, et qui a du mal à se définir. Donc le premier problème pour moi qui est crucial, c'est celui du capital humain et de la définition politique, puisque il n'y a plus de cadre pour ordonner le truc, donc c'est un peu vague, ça tient pas trop debout, et on le voit lorsque, pendant l'élection présidentielle, Marine dit je mets en suspension mon appartenance au FN pour devenir la candidate de tous les Français, pas d'un parti. En soi, c'est une approche qui est pas stupide. Hein. Problème, qui est-ce qu'ils foutent en numéro 1 Ils foutent Jean-François Jalc, le type qui avait expliqué que techniquement, Auschwitz, bon, ça marchait pas trop, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on est encore dans la période où au FN, il y a des types comme ça. C'est quand même évocateur d'un problème de renouvellement du 109 au FN, quoi. Donc il y a ce problème-là. Il y a aussi un problème de l'histoire, c'est que, qu'il le veuille ou non, le Rassemblement National a un problème, c'est qu'il a l'histoire qui est la sienne, qui est d'avoir été fondé par des collaborateurs, des gens de l'OS, des néofascistes, des gens des partisans de l'Algérie française. Voilà, des poujadistes. En fait, les pestiférés de la droite, quoi. Tous les gens qui ont perdu les combats politiques, qui les ont définis, qui se sont rejoints au FN, ce qui fait que pour beaucoup d'électeurs, c'est un repoussoir quand même. Et ça, c'est une vraie question à aborder. C'est une vraie image collective dont ils n'arrivent pas à s'en défaire. Oui, on en parlait lors de notre premier épisode où on parlait des élections européennes. C'est un repoussoir pour les électeurs, mais aussi pour les potentiels alliés à l'international, quoi. C'est ça, oui, on l'avait tout à fait rappelé, effectivement. Et c'est un problème aussi, comment dire, oui, et c'est pour ça qu'ils avaient changé le nom, Rassemblement National. Voilà, donc, dans l'idée, c'est pas bête, ça peut se justifier de vouloir un peu rebaptiser le truc, mais il faut que ça s'accompagne de changements de fond, sinon c'est pas très utile. Oui, quoi. Moi je trouve, ils ont vraiment raté le coche du changement de nom, parce qu'effectivement, le Front National devait changer de nom, c'était évident. Bon, l'idéal ça aurait été les Patriotes, ça a été un peu volé par Philippot quelques semaines avant, mais ils auraient dû trouver autre chose, un truc qui aille dans le sens. En Marche avait créé un mouvement où il y a une lame de fond de changement, on va dire, de renouvellement politique, etc. Même si c'est que de la com, on va dire de renouvellement de la communication politique.
Et effectivement, passer de FN à RN en gardant le même logo, ça avait strictement aucun intérêt. Enfin... Oui, puis en gardant les mêmes structures, la même organisation, le même personnel, bon, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Mais bon, au moins ils ont tenté le coup, quoi. Alors, c'est vrai que ça me fait penser au changement de nom, par exemple LR, ça a bien marché, et ils ont tout changé, Pour le coup, il y avait eu un vrai changement entre l'UMP et les Républicains, c'était un bon coup. Ouais. Donc il y avait l'alliance entre la forme et le fond, ce qui n'avait pas été compris au Rassemblement National. Voilà. Mais donc la situation actuelle, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont ce problème d'histoire et ce problème de manque de capital humain, et on pourrait même dire, pour foutre les pieds dans le plat, qu'il y a aussi peut-être le problème de la dynastie Le Pen, quelque part. C'est-à-dire que c'est le seul parti héréditaire en France aujourd'hui. Ça pose un problème parce que c'est comme si... C'est plus facile d'imaginer la fin du Front National qu'un Front National non dirigé par des Le Pen. Ce qui est quand même très particulier comme fonctionnement. D'autant plus que là, Marion Maréchal, bon, à terme, elle reviendra en politique, c'est évident, mais c'est pas pour tout de suite. Elle se concentre sur d'autres choses. Bon, Marine, on sent qu'il y a un essoufflement, peut-être une perte d'attente de la part des électeurs. Oui, après, est-ce que peut-être aussi, s'ils trouvent vraiment une personne qui peut avoir un charisme suffisant, etc., ça peut aussi les aider, dans le sens que, quand même, le fait que ce soit la fille de Jean-Marie Le Pen, il y en a, ça les bloque beaucoup. Oui, totalement. Voilà, ça dessert un peu. Puis, je dirais, Jean-Marie Le Pen, parfois, il dérape à la télé, ça fait encore des polémiques, etc. Et du coup, peut-être que ça peut aussi être pas plus mal. Mais je pense qu'il faut pas se louper sur le choix de successeur, quoi. Sachant qu'il y a un problème, c'est qu'il faut pas oublier que la question du financement a toujours été très tendue au FN, parce que c'est Jean-Marie Le Pen qui a l'argent, avec la Cotelec, qui est en gros le micro-parti qui gère l'argent. Bon, c'est des magouilles, tout le monde le fait, mais dans ce cas présent, c'est si Jean-Marie Le Pen dit qu'il veut plus donner le fric, il n'y a plus de parti, concrètement. Donc c'est-à-dire que est-ce que le successeur saura s'attirer ses grâces ? C'est pas dit. Oui. Donc c'est compliqué. Après bon, il en a plus pour très longtemps, le père Le Pen. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. C'est-à-dire que l'avenir est quand même très incertain. Et c'est pour ça que à la fois le FN, c'est à la fois la seule solution, et c'est aussi le seul barrage à un vrai changement à droite. C'est très paradoxal. C'est-à-dire qu'on est dans ce truc-là où c'est très incertain, et c'est pour ça que c'est un parti qui polarise autant. C'est-à-dire que quoi en penser ? Bon, oui. Si tu voulais dire un truc... Fini d'abord. D'accord, ouais. Non, très rapidement, c'était juste pour dire que il faudra poser la question de l'avenir de ce parti. Est-ce qu'on peut faire quelque chose à côté ? C'est-à-dire que c'est ça la question. Est-ce que l'avenir passe forcément par le RN ? Alors, ça peut pour moi, c'est évident que non. L'avenir des patriotes, des identitaires, même de la droite en France, ne passera pas par le RN. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à penser ça, et en même temps je me dis que vu l'horizon de temps disponible pour pouvoir faire ce changement, est-ce qu'on a le temps de recomposer vraiment une droite comme ça ? C'est pas dit non plus. Ou alors effectivement ils vont essayer d'avoir en gros le plafond de verre à l'usure en se disant allez, un jour ça va passer, quoi. Un jour ça va passer. Le problème c'est que ça fait 40 ans, 45 ans qu'on attend un jour ça va passer, ça veut pas tout à fait venir, quoi. Ça pose aussi la question de ça revient sur le capital humain, quoi, la compétence politique de gens qui sont là depuis des décennies, qui galèrent. C'est-à-dire que c'est un problème. Ça pose aussi, de façon plus générale, la question de l'incarnation de l'opposition, ou en tout cas l'incarnation de la droite aujourd'hui. Oui, parce que au-delà des questions de personnes, parce qu'on a beaucoup dit oui, Marine Le Pen a montré qu'elle n'était pas à la hauteur à cause du débat de l'entre-deux tours, bon, on peut être d'accord ou pas. Il y a un problème plus profond qui est que l'hémiplégie intellectuelle de la droite, qui ne veut pas penser les problèmes de façon un peu sérieuse, qui se contente de répéter des slogans, de mener des vieux combats, de refaire les mêmes conneries qu'avant, dans une période de crise comme la nôtre où on a un besoin urgent d'intelligence et de courage, aujourd'hui il y a une pénurie, quoi. Ça pose problème. Qu'est-ce qu'on fait ? Et là on est dans une situation où si on vote pas pour le Rassemblement National toutes les élections, on sait pour qui on vote, on vote pour toujours plus des mêmes saletés qui nous arrivent dessus, plus d'immigration de masse, plus de privation des libertés publiques, encore moins de justice sociale, toutes ces choses-là. Mais si on vote pour eux, on se dit mais finalement, est-ce qu'on donne pas encore un peu de sursis au système, quoi ? Est-ce qu'on les fait pas, leur donne pas un petit peu d'air qui va leur permettre de survivoter quelques années encore ? Et c'est un pari, le problème c'est qui d'autre, quoi. Voilà, qui d'autre, voilà. Et en fait c'est ça, c'est-à-dire que la raison pour laquelle peut-être aussi le Rassemblement National peut se permettre ça, c'est que c'est un peu comme en économie, ils sont en position de monopole dans leur segment. Du coup ils n'ont pas d'incitation à évoluer, puisqu'ils n'ont pas de sérieuse compétition, parce que il y avait l'espoir à un moment, à l'époque de l'UMP, de ce qui s'appelait la droite populaire, où il y avait ces choses-là, d'une droite qui aurait été prête à faire alliance avec le FN et donc à casser le cordon sanitaire. Mariani qui du coup, en quittant les LR, en rejoignant le RN,
un peu abandonné en fait ce combat-là. Il a jeté l'éponge, il s'est dit finalement c'est impossible de changer la droite, et du coup il a rejoint le RN. Voilà. Alors ce qui peut se comprendre au niveau individuel, mais effectivement ça pose des questions structurelles, quoi faire. Et donc la prospective si je peux me prêter à cet exercice, c'était de dire qu'en fait l'avenir du RN, c'est que s'il n'y a pas un renouvellement profond et audacieux de ce qu'il fait, ça va juste servir de caution au parti dominant en place. C'est-à-dire que c'est un parti qui n'arrivera vraisemblablement pas à franchir le palier, en tout cas tant que les baby-boomers auront un poids aussi important dans la démographie électorale, étant donné que c'est eux qui votent le moins pour le Rassemblement national. Après, ils déclinent les baby-boomers, mais après, le souci c'est que au même moment qu'ils déclinent, il y a aussi tous ces étrangers qui ont le droit de vote, et voilà. Donc, sachant que c'est la balance démographique, à quel moment est-ce que c'est eux qui permettaient d'avoir encore une majorité de blancs en France. Oui, si c'est des blancs qui trahissent leur civilisation, c'est quand même c'est moyen. Non mais après, sachant qu'il y a un truc dans notre faveur, c'est que les baby-boomers sont extrêmement engagés civiquement. C'est une population qui survote très largement, alors que les immigrés sous-votent beaucoup. Donc ça nous laisse quand même une marge. Mais bon voilà, c'est vrai que c'est assez peu réjouissant. Mais voilà. Donc la question c'est quoi faire en fait, c'est l'éternelle question, que faire. À mon avis, dans l'horizon de temps qui est le nôtre, qui n'est pas, on n'a pas 2 siècles devant nous, ce qu'il faut faire, c'est voter pour le RN tant que c'est le seul parti constitué, tout en travaillant à faire quelque chose à côté. C'est-à-dire qu'il faut, même ne serait-ce qu'en parlant dans des conversations, en parlant avec les gens, il faut parler d'autres sujets, évoquer d'autres idées, pour qu'on décloisonne un peu ces thématiques-là, et pour pas qu'on soit toujours à se dire moi je vais rien faire et puis je vais attendre que le RN fasse, tout en sachant qu'ils pourront pas faire tant que ça, quoi. Moi je pense qu'il faut qu'on constitue un petit peu le groupe de la planche qui était derrière Macron, mais à droite, pour faire émerger une nouvelle tête dans le camp des patriotes et des identitaires, pour proposer autre chose, quoi, tout simplement. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur. En fait, il faut procéder à une critique constructive du Rassemblement national et de ce qui tourne autour, en disant qu'on peut véritablement faire aujourd'hui un parti de droite populiste qui marche sur 2 jambes. La justice sociale, c'est le côté gilet jaune, et à droite, le côté identitaire assumé, c'est arrêter l'immigration, défendre nos racines, nos valeurs, et ne plus être intransigeant sur cet aspect-là. Un parti qui marche sur ces 2 jambes, à mon avis, ça pourrait marcher du feu de Dieu. Je suis pas sûr que ça doive passer par un parti, moi, plus par une personnalité. En tout cas, il y aura une organisation autour de cette personne, mais ça passera par ce faisceau-là, quoi. C'est-à-dire qu'il faudra que ces idées-là se synthétisent. Et pour moi, ça nécessite aussi de dépasser un peu les blocages, la calcification du Front National. C'est ça. Après, je pense que c'est dans l'esprit effectivement de tous ceux qui nous écoutent, et même peut-être de tous autour de la table, la personne autour de qui ça peut se faire actuellement, je dis bien actuellement, pour l'instant, c'est que Marion. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Parce que, et pourtant, le problème, c'est qu'on sort toujours pas du côté dynastique. Donc est-ce que ça pose pas un problème de réduction des perspectives, de voir quelqu'un qui a toujours la même chose, Après, justement, elle a cherché à casser ce côté-là en abandonnant le nom Le Pen, déjà en quittant le Front, en abandonnant le nom Le Pen. Aujourd'hui, elle est quand même dans une dynamique qui peut donner un peu d'espoir de ce côté-là, même s'il faut pas non plus baser tous nos espoirs sur elle, parce que s'il faut, elle a aucune envie de revenir en politique, on sait pas. Et puis ça lui a valu une certaine critique de la part de ceux qui soutenaient la dynastie Le Pen. Qui disait quel couard elle lâche Le Pen, elle s'en est servie pour remonter en politique. Jean-Marie l'a très mal pris. J'ai l'impression que ça reste quand même les vieux qui disent ça. C'est pas très pesant sur le pour moi, c'est surtout une critique qui n'a pas lieu d'être et qui montre une certaine idiotie. C'est-à-dire que le nom Le Pen, si ça faisait gagner, ça se saurait. Non, mais c'est triste à dire, mais en être toujours à cette espèce de romantisme, elle a trahi le père. Il y a un moment, est-ce qu'on veut gagner avec des idées nationales ou patriotes ou identitaires ou pas, quoi. Et donc toutes les questions de se dire c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'on aura beau dire elle a trahi, Jean-Marie de son temps lui aussi a trahi, il a balancé des gens par-dessus bord, il a fait un nombre important de conneries. C'est-à-dire qu'il y a un moment, est-ce que cette espèce d'hyper loyauté est-elle méritée? Est-ce que c'est le... Puis ça relève plus du radotage que de l'hyper-loyauté. Oui, c'est ça en plus. Mais c'est ça. Donc globalement, voilà, un parti populiste qui a du mal à se contenir, qui sait pas trop où il va, qui a du mal à se cristalliser, avec un avantage, c'est que du coup c'est un parti qui
qui crèvent d'avoir du sang neuf. C'est des gens qui ont besoin de nouvelles personnes. Donc c'est vrai que si vous voulez faire de l'entrisme, vous intégrez au parti... Faire de la politique politicienne, voilà, c'est ça. dire. Vous intégrez au parti pour le tirer dans un sens plus intéressant. C'est vrai que si vous avez des compétences, c'est le moment, quoi. Parce qu'ils ont tellement besoin que vous pouvez monter dans les rangs très vite, à mon avis. Mais c'est une opinion, quoi. Voilà, donc ça, c'est un truc à rajouter sur le RN, c'est son... Comment dire il stagne un peu dans le parti d'opposition. On l'a énormément utilisé, ce mot, en parlant. Et c'est justement parce qu'on a la sensation... Je pense qu'il stagne un peu parce qu'on a la sensation que c'est juste de l'opposition. Oui. Pas proposer quelque chose, plutôt toujours empêcher quelque chose d'autre. Ouais, donc ça revient au problème que je disais, c'est que l'incapacité de la droite à réfléchir à des questions de façon sérieuse pour proposer un authentique projet cohérent fait qu'on peut tout à fait critiquer mais rien proposer à la place, ce qui est un côté toujours très fatigant. C'est qu'on se dit oui, bon, ils sont pas d'accord, mais moi non plus je suis pas d'accord, mais ça suffit pas, quoi, il faut plus. Mais voilà. Voilà, donc à mon avis on a fait le tour sur le RN. Avant de continuer, peut-être qu'on peut faire un interlude musical. C'est ce que j'allais faire. Voilà. Du coup, avant de vous parler des Républicains et de la France Insoumise, on va reprendre la tradition de l'interlude musical qu'on avait abandonnée depuis 2 épisodes, je crois. En vous proposant donc encore du riff. Ça faisait longtemps. Moi je suis très content de pouvoir vous faire écouter À jamais idéaliste de In Memoriam. Donc In Memoriam, c'est un peu le groupe phare du rock identitaire français, et À jamais idéaliste pour certaines générations de patriotes et d'identitaires, c'est vraiment un hymne en fait, un hymne. Voilà, vous comprendrez en écoutant À jamais idéaliste d'In Memoriam. J'aurais vécu et s'il me faut tout sacrifier, s'il me faut tout abandonner, pas une seconde, je n'hésiterai. Car mon idéal est juste, mon idéal est vrai. Une seule chose m'importe, vous le faire partager. Il ranimera la flamme, éteinte de votre âme, réveillera votre ardeur, apaisera vos douleurs. Et mon idéal est juste, mon idéal est vrai. Une seule chose m'importe, vous le faire partager. Il ranimera la flamme, éteinte de votre âme, réveillera votre ardeur, apaisera vos douleurs.